Je suis un enfant d'Aubagne, je l'ai dit, tout gosse, on partait dans le Garlaban avec une paire d'espadrilles, parce qu'on n'avait pas de chaussures adéquates, hein, on n'avait même pas une bouteille d'eau, on partait. L'après-midi, on disait qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On joue au carriole? Non. On fait. Non. On va au Garlaban. Allez, on va au Garlaban. On était 5 ou 6, on partait à 2 heures de l'après-midi en pleine cagnard. Et sans nous sans rien, on partait, on montait par les chemins de chèvres, on montait au Garlaban. Et puis on redescendait, au retour, on s'arrêtait souvent à des vergers et on allait piquer un peu quelques fruits dans les vergers en cachette. Bon, on n'était pas des grands voleurs, hein, on mangeait quelques abricots sur le bord de la route. Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roche bleue, plus large que haute. Elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce sont les premiers mots des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Les romans et les films de Pagnol ont bercé mon enfance. Ils ont nourri mon imagerie de la Provence et se mêlent à mes propres souvenirs. Je suis partie à la rencontre de ces chèvres, du soleil, des paysages de Pagnol et de ceux qui ont connu cette époque. Marcel Pagnol, chez nous, c'était vraiment une religion. Il faisait partie de la famille. C'était exactement ma famille, parce qu'il parlait comme nous, il bougeait comme nous. Après, bon, à l'adolescence, on a tous des périodes de révolte. Bon, la révolte pour les jeunes d'ici, c'était de se révolter contre le pays et contre la façon de vivre d'ici et de parler, parce que c'était pas correct, c'était pas du français correct. On n'avait pas l'accent qu'il fallait pour être français, on n'avait rien de ce qu'il fallait pour être de bon français. C'est vrai que j'ai eu une période en me disant, ouais, mais ce mec-là, il s'est servi de nous, il s'est moqué de nous, pour faire rire les Parisiens, ça me gênait un peu. Et puis petit à petit, en réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Il nous a mis en scène et non, il nous a pas abîmés, au contraire. Marcel Pagnol, voulant tourner ses films en Provence et à l'extérieur, ça a été assez difficile pour lui parce qu'il fallait trouver un site qui lui convienne pour raconter ses histoires. Donc il a acheté tout un secteur de collines et il s'est dit voilà, là je vais construire le décor, non pas en studio mais en naturel. Et il a fait venir son ami Brouquier, qui est maître maçon de la Treille. Et là, Marcel Pagnol lui a dit voilà, il faut que tu me construises une maison, il faut que tu me construises une rue, un village, mais en ruine. D'ici, on peut voir, il y a des rochers, un amas de rochers et de pins. Et sur votre gauche, vous verrez, il y a un pin qui est très incliné, parce qu'il appuie sur la maison qui reste du village. Est-ce bien d'amener des gens? Je ne sais pas. C'est bien parce que c'est du patrimoine et il faut que les gens le savent. Il faut en faire profiter le plus possible de gens. Et d'un autre côté, je ne voudrais pas qu'un jour il y ait une mauvaise personne qui vienne et qui le détruise. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Hein, c'est comme quand on voit une jolie fleur, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on ne le dit pas? Si on le dit, on risque de la cueillir. Et si on ne le dit pas, on risque de la piétiner. Pagnol, il nous aimait, ça fait partie de notre vie. Il a su montrer notre vie telle qu'elle était. Bon, elle l'est de moins en moins comme ça, il faut quand même pas se... Moi, je fais encore partie des dinosaures qui ont connu cette époque où toute la plaine de Baudinard était un immense champ, un immense verger qui alimentait Marseille. Maintenant, là, partout où il y a des zones industrielles, c'était des champs, des jardins, des vergers. Et il y avait une agriculture florissante. Je me souviens quand j'étais gamine, mon père qui me parlait des petits pois de Baudinard. Quand arrivaient les fraises de Baudinard à Marseille, c'était l'événement. Le piémont du Garlaban, le piémont de la Sainte-Baume.
toute la plaine d'Aubagne était le jardin de Marseille. Et d'Aubagne, bien sûr. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gravures de bergers. C'était des gens d'autrefois qui, de temps en temps, gravaient une pierre. Il n'y a plus de bergers, il n'y a plus de chevriers, c'est fini. Le dernier chevrier, c'est celui de Pagnol, hein. Je me suis dit, pourquoi je n'essaierais pas, moi, à mon tour, de faire quelques gravures. Alors, je choisis mes dessins en fonction de ma région. Je fais que des dessins sur Pagnol, sur la Provence. Je m'interdis de faire des dessins qui dégraderaient la nature, le paysage ou l'environnement ou le site. Je voulais laisser une trace de mon passage sur la terre. Moi, mes parents ne m'ont rien donné à mon arrivée et j'aurais voulu laisser un peu des traces de moi à ma génération future, à mon enfant et à mon petit-fils. Bon, les moutons, les chèvres, c'était la base de l'élevage local. Et en même temps, ça avait une fonction d'entretien. Et donc, dans un pays de moutons et de chèvres, il ne faut pas qu'il y ait de barrière, parce que les moutons, il faut qu'ils passent, il faut qu'ils aillent dans la colline, il faut qu'ils puissent circuler pour se nourrir. Les gens qui viennent du nord de la France, des pays du nord, sont habitués à avoir des maisons dans des jardins enclossés. Donc partout, on a vu fleurir des barrières, des clôtures qui n'existaient pas. On ne peut plus aller nulle part. Autour de chez moi, quand je reçois mes petites nièces, je ne peux plus les emmener promener. Il faut que je prenne la voiture et que j'aille beaucoup plus loin pour pouvoir vivre. Alors c'est vrai que bon, la nouvelle population, elle a été fortement influencée pour venir vivre ici, avec le mythe du soleil et l'art de vivre. Alors ça, c'est un truc qui me plaît beaucoup quand on te dit « oui, nous sommes venus vivre ici pour l'art de vivre ». Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils sont ici, où ils imposent leur art de vivre, l'art de vivre, c'est plus le même. C'est pas forcément le bon sens, l'uniformisation. Est synthétique la lune, oui. Des plastiques translucides, des lumes électriques, des fers nègres et durs. Est synthétique la lune, oui, qui a dessus sa bigue. Lune des longues plaines, lune des longues belles, condenade à l'estéréotype, au sourire touristique caïa. Lune pagade per l'usi, poéticament cade nuet, de preferência em sazon. Se vende la lune uei como lo soleu, la mar, lo país tout entier. País a paiol, seca, vueja de suneim, de sa lengue, de sa juvença. País put, tout entier. La lune, que de cou, leva o céu d'uei bagna, d'uei desespera, cercant eila mundau, son reba liure, son reba virginem, son reba d'avant le tourisme. Je pense que un paysage, c'est quelque chose de parfait. Un peintre, un artiste, il va mettre de l'émotion en peinture, en dessin, mais le paysage, on ne peut pas le créer. Il existe, il est là, il est naturel. L'homme peut le modifier, malheureusement. Mais quel qu'il soit, un paysage est toujours beau. Il suffit de vouloir bien observer.
de faire le point avec soi-même et de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux apprécier? Il y a plein de choses à voir. C'est ça un paysage, c'est une œuvre d'art.